Alors, je m'appelle Inès Moreau, je suis la créatrice du compte Instagram Les Petits Gestes. J'ai également créé un blog qui porte le même nom. J'ai écrit 2 ouvrages chez Albin Michel pour apprendre à faire soi-même ses produits ménagers et ses produits cosmétiques. Et tout récemment, je suis également animatrice de bricolage écolo pour les enfants. L'idée des petits gestes, ça m'est venu suite à un long voyage que j'ai fait en 2017 où je suis partie vivre pendant 1 an en Australie et ensuite quelques mois en Asie où là j'ai vraiment eu une prise de conscience des enjeux écologiques en voyant en Asie toute la pollution plastique qu'il pouvait y avoir dans la nature, dans les rivières, au pied des maisons chez les gens et en discutant avec eux, je leur demandais comment ils pouvaient continuer à vivre dans ces conditions, est-ce que c'était pas un peu frustrant pour eux. En fait, les habitants répondaient qu'ils attendaient la mousson pour que le plastique s'en aille de chez eux et qu'ensuite ce n'était plus leur problème. Et en fait, ça a fait vraiment comme un électrochoc en moi à ce moment-là où je me suis dit il y a beaucoup de choses à faire, surtout que c'est généralement des produits à usage unique en plastique qu'on trouvait, donc des bouteilles d'eau, des shampoings, tout ce qui est dentifrice, brosse à dents, etc. Et donc je me suis dit qu'en fait tout ça c'était des produits du quotidien, qui avaient en plus des alternatives pour pouvoir arrêter de les consommer massivement. Ensuite quand je suis rentrée en France, j'ai eu envie de partager toutes ces astuces qu'on peut faire de manière hyper simple dans son quotidien. Donc j'ai commencé par le faire moi-même chez moi et ensuite à le partager sur les réseaux sociaux. Et donc c'est justement le nom qui m'a semblé le plus juste et cohérent par rapport à cette démarche, c'était Les Petits Gestes. C'est des alternatives très simples qu'on peut tous faire au quotidien pour réduire son impact environnemental, des astuces pour manger mieux, pour avoir des transports moins polluants au quotidien, une mobilité plus douce. Ça peut être acheter de manière plus sobre, acheter d'occasion, essayer de réparer ses affaires plutôt que de les jeter, comment les recycler, etc. Donc ces astuces vraiment pour tout le monde, peu importe son niveau de conscience écologique. À partir de mon voyage que j'ai une prise de conscience parce que ce qui est assez ambivalent, c'est que avant ça j'étais absolument pas sensible. J'ai fait une école de commerce, j'ai commencé à travailler en marketing et j'ai fait un master dans le marketing des produits de la grande consommation où justement mon travail en marketing c'était de créer des besoins et d'inciter les personnes à acheter. Donc j'étais vraiment dans un prisme pas du tout sensibilisé, pareil dans ma famille ou dans l'éducation que j'ai eue. Pour des questions un petit peu plus économiques, on m'apprenait à éteindre les lumières, à essayer de faire attention à ses consommations, etc. Mais pas du tout dans un but de protection de l'environnement. J'ai pas du tout eu cette éducation-là. Mais je l'ai eu par moi-même grâce à mes voyages qui du coup ont changé absolument ma personnalité, mon futur et même maintenant ma vie professionnelle. Bien sûr, en fait, j'étais pas du tout consciente de l'impact de tous nos choix, toute notre consommation, de tout notre mode de vie dans une société quand même ultra capitaliste en France. En fait, il y avait beaucoup de choses, il suffisait de regarder même par rapport au recyclage. En fait, je me disais « Ah mais super, il y a des démarches qui sont mises en place quand même pour recycler nos déchets, etc. » Mais j'allais pas du tout creuser le sujet. Je me disais « Ah bah tiens, ça existe, c'est super, voilà, il se passe des choses. » Sauf qu'en fait, quand on va regarder un petit peu plus en profondeur l'histoire du recyclage, on emploie un espèce de très joli mot pour quelque chose qui est quand même très complexe et assez peu bien fait, en tout cas en France. Même à Paris, quand on dit que tout ce qu'on met dans nos poubelles jaunes sont recyclés, c'est absolument pas vrai. Lorsque mon prisme a changé, que j'ai eu vraiment une prise de conscience. Et j'ai commencé par calculer mon empreinte environnementale pour essayer de me situer par rapport aux autres Français. C'est que la moyenne en ce moment est à 9 tonnes à peu près de CO2 par an par personne. Lorsque j'ai fait mon premier calcul de mon empreinte environnementale, donc en 2018, j'étais à peu près à 7. Lorsque je la fais maintenant, alors en toute transparence, je suis maintenant à 4,5. Donc j'ai réussi à faire des petits changements. Il y a des sites ultra bien faits pour ça. Donc, c'est un atelier de l'association Carbone 4 qui permet justement de manière ludique et en groupe, de manière collective, de calculer son empreinte carbone pour faire un petit bilan de là où on se situe par rapport à la moyenne nationale et ensuite avoir
des axes de progression vraiment personnalisés pour savoir sur quelle piste on peut agir à son échelle, donc que ce soit l'alimentation, la mobilité, le numérique, voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire. Alors c'était absolument pas un sacrifice pour moi. Commencer par rentrer dans ce qu'on appelle un petit peu un mouvement minimaliste pour essayer de moins consommer, faire vraiment du tri, mais que ce soit dans le matériel mais aussi dans le personnel, pour avoir plus de temps à consacrer à des choses qui ont de la valeur pour moi et pas de la valeur matérielle. Ça apporte beaucoup personnellement de se sentir déjà aligné avec ses propres valeurs, mais de se recentrer avec soi-même, de trouver un sens, d'avoir l'impression de faire quelque chose de bien, de faire partie vraiment d'un changement qui est positif. Je pense notamment à la citation et au livre de Pierre Rabhi, La sobriété heureuse. Il y a plusieurs choses. Il y en a un qui est un peu compliqué, c'est-à-dire qui va pas forcément donner envie, mais c'est de passer au papier toilette lavable. Le matin, quand on va faire pipi, utiliser une petite lingette qu'on lave, mais bon, je l'ai quand même mis en place beaucoup plus tard, donc c'est pas le plus simple. Le plus simple au matin, ça pourrait être justement de se brosser les dents avec une brosse à dents en bois issue de forêt éco-gérée en France, avec un dentifrice qu'on a fait soi-même en 30 secondes, puisque j'ai une super recette pour ça si vous voulez. Et voilà, comme ça on commence bien la journée. C'est marrant parce que ce livre, du coup, le Zoo de Mengele, je l'ai lu en 2017 pendant toute la route que j'ai parcourue, donc en Australie et en Asie. C'est l'histoire d'un éco-terroriste. Donc c'est un enfant, enfin plutôt un adolescent, qui lui cherche à préserver la biodiversité dans la forêt amazonienne. Il est prêt à faire de nombreux sacrifices pour cela et passer par commettre des actes contre des grosses multinationales pour essayer d'éveiller les consciences. C'est de la fiction, mais il m'a beaucoup parlé, et il m'a beaucoup justement influencé dans cette prise de conscience en me rendant compte effectivement qu'il y avait beaucoup d'injustices, que beaucoup de pays en tout cas pouvaient avoir et ressentir les impacts ou du changement climatique ou de la menace sur la biodiversité. Et nous, dans nos pays complètement privilégiés, on a des impacts colossaux sur les peuples entiers. Déjà, ça me fait penser à la citation que le voyage forme la jeunesse, et je suis complètement d'accord avec ça, parce que si j'avais pas pu faire ce voyage-là, je serais pas là aujourd'hui, clairement. Je peux pas non plus me permettre de donner des leçons aux autres et surtout aux jeunes qui ont envie de voyager, parce que je vois tout ce que ça m'a apporté et que ça a apporté à tellement de personnes que c'est compliqué pour moi d'avoir une opinion là-dessus, mais en tout cas moi, suite à ma prise de conscience, j'ai complètement changé ma manière de voyager. Avec mon conjoint, on a fait l'acquisition d'une camionnette qu'on est en train de retaper en van. On aimerait du coup vraiment partir à la découverte de la France, parce qu'on s'est dit bon, on a quand même passé 1 an en Australie, c'est une chance inouïe et c'est top. Par contre, qui peut se dire qu'il connaît parfaitement son pays, et en plus on a la chance de vivre dans un magnifique pays qui a des paysages hyper diversifiés, et on aimerait bien vraiment le connaître à fond avant de potentiellement élargir à l'Europe, mais en tout cas avec des modes de transport beaucoup plus sobres. Donc voyager en van et vivre dedans, quand ce sera fait bien évidemment, mais sinon là quand on part, on essaye de faire du covoiturage ou alors de prendre le train et de voyager aussi de manière hyper simple avec une tente. Si on doit partir par exemple en avion pour faire un voyage, essayer de rentabiliser du coup l'impact de ce vol en restant plus longtemps à un endroit ou en voyageant autour pour se dire bon bah voilà, comme ça peut-être que je n'y reviendrai plus, mais au moins j'ai maximisé ce temps-là au lieu de faire des sauts de puce comme ça à droite à gauche, parce que quand même ce qu'il faut savoir c'est que on devrait chacun émettre 2 tonnes de CO2 par an si on respectait les accords de Paris. Un vol Paris-New York aller-retour, ça fait 2 tonnes de CO2. Pendant longtemps, en fait, je me suis définie comme une écolo imparfaite, plutôt du côté des citoyens, en me disant j'essaye de faire ma part. Je voulais vraiment mettre en avant le fait que je n'étais pas parfaite, et je montrais justement mes imperfections à tout le monde pour qu'on puisse se reconnaître, ne pas avoir des fausses idées en se disant bon si je veux vraiment essayer de changer les choses, il faut que je le fasse de manière complètement parfaite, mais ce n'est pas possible. Déjà à partir du moment
où on existe, où on est là sur Terre, on pollue. Quand on se lance dans une démarche zéro déchet, c'est une démarche très très longue. On ne peut pas dire je suis zéro déchet comme ça, non, ça n'existe pas. Donc j'ai petit à petit abandonné un peu cette casquette d'imperfection une fois que j'avais vraiment réussi à faire passer ces messages, et maintenant je préfère le terme médiactiviste. C'est comme un cap que j'aurais franchi par exemple, donc passer d'une citoyenne imparfaite à une médiactiviste qui maintenant est un peu plus dans une lutte en fait, on va dire. Je fais toujours mes messages à destination des citoyens, mais s'il y a des entreprises qui m'écoutent, c'est encore mieux. Maintenant je rentre un peu plus dans la lutte en étant activiste. Ça m'est déjà arrivé quelques fois de me faire prendre en grippe par quelques haters sur les réseaux sociaux. Après, c'est jamais très méchant ou très personnel parce que du coup, dans mon compte, j'essaye vraiment de passer des messages sans culpabilisation. C'est-à-dire que je n'impose rien à personne, je ne demande rien à personne. Je montre juste quelques pistes qu'on peut faire à l'échelle individuelle pour réduire son empreinte environnementale. Je me doute bien que tout le monde n'est pas au même niveau de conscience. La façon dont on vit, là où on vit, le niveau de salaire qu'on a, on est tous à des échelles différentes et on n'a pas tous la même empreinte environnementale. Et forcément, on n'a pas tous les mêmes efforts à faire aussi à ce niveau-là. Du coup, les haters qui viennent me voir, très souvent, c'est pour chercher un petit peu la petite bête en me disant des choses qu'on entend absolument tout le temps. Ah, mais t'es écolo, mais tu passes ton temps sur Instagram avec un iPhone. Bien sûr, on pourrait faire mieux, hein. Je pourrais ne pas être sur Instagram et ne pas avoir de téléphone, mais à ce moment-là, je pourrais moins diffuser ces messages qui ont un peu plus de répercussions que le simple fait d'avoir un téléphone. Donc en ce sens, voilà, j'essaye toujours de faire de la pédagogie parce que mon but, c'est simplement de semer des petites graines de sensibilisation à droite à gauche. Peut-être qu'elles ne germeront pas. Mon but c'est quand même de faire en sorte que si, mais voilà, chacun le fera à son rythme et dans tous les cas ça sert à rien de se mettre une pression de fou, ça sert à rien de se culpabiliser, de se juger les uns les autres. Le but c'est faire ensemble qu'il y ait le plus de monde qui soit sensible possible, que ce soit quelque chose de collectif, qu'on s'entraide, qu'on se motive, qu'on soit unis plutôt qu'on se tire dans les pattes et qu'on se juge les uns les autres, ce qui ne fera avancer personne en fait. Il y a des périodes d'éco-anxiété quand on fait ce que je fais tous les jours, c'est-à-dire se plonger dans des nouvelles qui sont pas très drôles et essayer de les transmettre de manière un peu plus ludique ou en tout cas avec un peu d'humour. Ça demande d'avoir des moments où je peux aussi penser à autre chose, des moments où je fais des pauses parce que c'est souvent un peu beaucoup, en tout cas, c'est normal de ressentir beaucoup d'émotions. Alors ça peut passer par plein d'émotions différentes quand on parle d'éco-anxiété. Ça peut être du stress, ça peut être des angoisses, ça peut être de la tristesse, ça peut être de la colère, de la frustration, enfin voilà, il peut y avoir plein de sentiments possibles. Tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, au final, ces sentiments sont normaux et sont plutôt bons signes en fait. Quand on ressent des choses comme ça par rapport à l'urgence climatique, ça veut dire qu'on est conscient de ce qui se passe. Je crois qu'en latin, le verbe emovere, qui a donné suite ensuite au mot émotion, ça voulait dire mouvement. Et donc en fait, le fait de ressentir ces émotions nous permettent de se mettre en mouvement et d'ensuite agir. Donc il y a peut-être parfois des périodes où on ne se sent pas bien. Le tout, c'est de réussir à en parler. Alors soit à des personnes qui ressentent la même chose, soit à des personnes comme moi qui sont sur les réseaux sociaux et qui parlent de ces sujets qui peuvent vous aider, ou alors à des professionnels de santé. Il n'y a vraiment pas de honte à ça. Et ensuite, ne pas se laisser aspirer par ces émotions et ne rien faire. Le but, c'est vraiment de les utiliser, de les mettre à profit pour les transformer en une action. J'ai beaucoup de messages et c'est pour ça que c'est un métier qui prend aussi pas mal de temps parce qu'en tout cas moi je souhaite dans la mesure du possible pouvoir répondre à tout le monde et échanger avec eux pour avoir une proximité, pour qu'il y ait vraiment une relation qui se crée et généralement ce sont des questions pratico-pratiques pour avoir un peu plus d'informations s'ils n'ont pas compris un post ou une recette que j'ai partagée ou alors pour me partager autre chose. Moi je suis aussi à l'écoute de nouvelles choses. Parfois j'ai pas forcément le temps de me former sur tout et c'est super agréable d'avoir des gens qui ont un niveau de conscience même parfois supérieur au mien et qui viennent m'apprendre des choses, ou alors à l'inverse des personnes qui ne sont pas d'accord et à ce moment-là on rentre dans un débat
Et je pense que le débat peut être super constructif dans ces moments-là. Donc des personnes qui ne partagent pas mon avis et qui me suivent, parfois elles vont venir me parler en message privé, on va discuter et puis peut-être qu'on sera d'accord au final, peut-être qu'on ne sera pas d'accord, mais c'est toujours hyper intéressant en tout cas de partager son opinion là-dessus. Ouais, et puis c'est hyper intéressant justement parce que, comme je disais tout à l'heure, j'ai eu une éducation pas forcément très en lien avec la protection de l'environnement, enfin en tout cas pas directement. Ça a été un peu une surprise pour mes parents et pour ma famille proche. De me voir du coup défendre ces sujets et je peux dire que là maintenant au bout de 4 ans je vois que les choses commencent à changer. Après je pense que c'est toujours un peu plus compliqué pour essayer de changer les générations d'avant qui sont un peu ancrées dans des stéréotypes ou des clichés ou dans des habitudes et qui veulent pas forcément en changer, donc ça a pris beaucoup de temps. Les petites graines que j'ai semées dans leur tête il y a 4 ans commencent dès maintenant à germer, donc ça c'est pour mes parents par exemple. Par contre mon conjoint depuis le début il m'a accompagnée et lui-même a fait son cheminement assez rapidement aussi via d'autres sujets et mes amis, la plupart je dirais. Je peux tout à fait entendre que certaines personnes aussi ont des réticences et j'ai pas mal de débats avec des amis qui me prennent un peu pour l'écolo de service, parfois un peu relou quand on fait, je sais pas, des apéros et qu'il y a des choses en plastique ou on m'invite encore à des barbecues ou ce genre de choses et qu'après elle dit ah non c'est vrai toi t'es l'écolo de service, tu vas pas venir machin. Ça me fait doucement rire mais voilà, je pense que, encore une fois, moi je force pas la main, je pense que c'est pas en essayant vraiment de changer les gens qu'on arrivera à leur faire quoi que ce soit, il faut absolument que ça vienne d'eux et que ça germe quand ils seront prêts. J'arrive toujours à rester positive dans le sens où j'ai l'impression déjà qu'après l'été qu'on a vécu, deuxième été le plus chaud jamais enregistré en France, j'ai l'impression qu'il y a quand même des mentalités qui sont en train de changer au niveau des citoyens et des citoyennes. J'ai l'impression que les gens se mettent un peu plus en mouvement, que les prises de conscience sont de plus en plus massives, donc ça c'est super chouette. Après il va falloir que ça suive au niveau des entreprises et des politiques. Ça c'est un autre sujet. En tout cas, si d'un point de vue citoyen, on arrive à se réunir, on peut essayer de changer les choses ou en tout cas de créer des nouveaux modèles potentiels pour vivre différemment ou en tout cas de manière un peu plus sobre. Je pense à notamment tous ces éco-villages, tous ces écolieux qui sont vraiment en train de se développer, des nouvelles manières de s'organiser, des nouvelles manières de vivre en communauté qui sont en train d'émerger. Je pense que ça peut être une bonne alternative. Après, on n'arrivera pas à la neutralité en 2050 à mon avis, même si je peux rester optimiste, je n'y crois pas trop, en tout cas vu la trajectoire qu'on a prise. Mais rien n'est perdu. Les années qu'on va vivre entre les catastrophes naturelles, les différentes pénuries, le Covid qu'on a tous vécu, ça peut vraiment faire émerger de nouveaux modèles. J'ai voulu élargir auprès du public des enfants mon activité en devenant animatrice de petits ateliers de bricolage écolo, tout en matière recyclée, etc. Alors ça peut paraître dérisoire, mais en fait ça permet vraiment de leur faire passer des messages dès qu'ils sont jeunes pour qu'ils comprennent, alors sans vraiment leur créer d'anxiété, c'est pas du tout le but, mais c'est vraiment la génération qui vivra malheureusement dans un monde pas très agréable demain, et s'ils peuvent être préparés dès qu'ils sont plus jeunes, c'est hyper intéressant. En plus je vois que là le groupe que j'ai, ils ont 7 ans, ils sont déjà bien au fait de tout ce qui se passe, donc pour moi c'est hyper challengeant. Après pourquoi pas parler à des entreprises. J'ai souvent pensé que je pouvais faire de l'accompagnement de certaines entreprises pour essayer de réduire leur impact environnemental déjà au niveau interne, parce qu'après je pense pas qu'elles vont vouloir changer leur activité, mais j'ai eu peur de rentrer dans un espèce de greenwashing qui leur permettrait de redorer leur image sans forcément changer leur activité derrière. Donc j'ai mis des réserves là-dessus. Après, au niveau politique, c'est pas forcément un monde qui m'intéresse. Je donne pas ma confiance facilement, notamment aux personnalités politiques. Mais après, s'il y a des synergies à avoir pour que
Pour mettre en place de nouvelles choses, pourquoi pas? C'était il y a 2 ans, Macron avait demandé l'avis à la Convention citoyenne pour le climat de faire des recommandations pour justement réduire à grande échelle notre empreinte environnementale. Ils avaient fait un super projet de 150 actions à mettre en place au niveau national et en fait ça a été complètement oublié. Ça a été à peine étudié et je crois sur les 150, je ne me rappelle plus exactement, mais il y a dû avoir 4-5 propositions qui ont été retenues, donc ils ne sont pas encore prêts. On peut souvent penser qu'un petit geste est dérisoire parce que son action est peut-être hyper simple et on a l'impression que l'impact n'est pas forcément énorme ou concret, mais en fait ce qu'il faut retenir c'est que c'est justement la somme de ces petits gestes, la somme collective de ces petits gestes qui a un impact massif et si tout le monde s'y met, là vraiment on pourra changer la donne. Voilà.